Bonjour à tous, bienvenue pour la rétro, retour sur l'actualité du district. Tout d'abord, rencontre avec celle que l'on surnomme la Mary Poppins de l'enseignement. J'ai nommé Nathalie Adams-Perrin, la nouvelle directrice du collège Champitet à Nyon. Ensuite, on profite de prendre l'air et de monter sur les pistes puisqu'elles ont ouvert, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On fait le point avec le directeur de Télédôle, Patrick Freudiger. En fin de semaine, on s'intéresse aux élections communales. Rodolphe Henner donne la parole à Founet. Et puis, grand débat en plateau vendredi, et là ce sera honneur à Gland. Rencontre avec la nouvelle directrice du collège Champitet à Nyon, celle que l'on surnomme la Mary Poppins de l'enseignement. Nathalie Adams-Perrin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez pris vos fonctions en août 2020 dans le défi et dans le contexte particulier que l'on vit. Comment est-ce que vous l'avez vécu ? Oh, ça, c'est une bonne question. Je crois que je suis partie dans l'idée, j'étais toute contente. Champitet, je connais depuis un bon moment, surtout dans la sphère des écoles privées sur la côte. Donc, avec la réputation et tout qui va avec. Donc, moi, quand je suis arrivée, je me suis dit, bon, voilà, ça va être super. Et puis, grande famille, effectivement, parce que c'est une taille d'école de taille humaine, ce qui est vraiment, ça m'a fait très plaisir. Mais je me suis quand même peut-être pas rendu compte de certains obstacles et certains défis que j'allais rencontrer au fur et à mesure ces premiers mois. Mais cela dit, c'est vraiment, j'ai accueilli ça vraiment de bras ouverts et puis de vraiment toujours, comme on dit, dans la joie et le bonheur. Parce que ça, c'est encore plus que jamais maintenant important de faire ça. Alors, on va en parler un peu de ces défis, puisque cette grande famille, comme vous l'appelez, c'est plus de 20 nationalités différentes qu'il a fallu réunir, ramener à l'école. Comment ça s'est passé ? Alors, je pense que surtout, pour moi, c'était vraiment de se retrouver avec la base en commun, c'est-à-dire la passion pour l'enseignement. Au tout début, c'est vrai qu'en fait, on ne s'est pas rendu compte, j'ai fait connaissance avec toutes ces nouvelles personnes que moi, je ne connaissais pas du tout, mais derrière masque. Donc, en fait, finalement, ce qui passe toujours au premier regard, c'est le sourire, c'est le contact humain. Mais déjà, c'est vraiment cette barrière physique qui a fait en sorte que moi, je me suis rendu compte que c'était encore plus important de la communication orale pour veiller à ce qu'on s'est compris, qu'on est vraiment sur la même page et qu'il n'y avait pas des choses qu'on n'a pas, voilà, on n'osait pas dire ou que, voilà, on devait découvrir ensemble. Et on rajoute quand même là-dessus, parce que vous avez certainement entendu, je suis de langue anglaise quand même. Donc, il y avait c'est pas une barrière, mais c'est un défi de plus pour assurer qu'il y a quand même, il n'y a pas une barrière de langue qui allait interférer dans la communication. Est-ce que les précautions sont différentes que celles qu'on applique dans des écoles publiques ? C'est une très bonne question. Moi, je pense que là, on est vraiment... c'est comme d'habitude, c'est les gestes barrières, c'est-à-dire on garde la distance, on met le masque. On a fait ça depuis la rentrée au mois d'août, même en gardant la distance dans la classe. Parce que c'est des classes de petite taille aussi. Tout à fait. Voilà, maximum, on a une classe de 16 élèves. C'est la plus grande que nous avons. Donc, on a aussi des classes qui sont plus petites à 10. Donc, clairement, ça nous permet de vraiment avoir ce luxe d'espace dans une classe plutôt que d'avoir 22, 24 élèves. Et puis, bon, j'ai jamais vu... vraiment, j'ai vu les enfants maintenant, ils arrivent, ils font la queue, ils font vraiment les gestes super bien pour se laver les mains. Ils sont magnifiques, ces enfants-là. Ils ne se posent pas la question, ils arrivent très respectueux et aussi tout en sachant que c'est important pour notre école. Et puis aussi, de même, quand ils rentrent à la maison le soir aussi, il y a quand même que ça continue, cette protection pour la famille, pour les grands-parents, les parents, etc. Oui, parce que c'est des quotidiens qui sont chamboulés, notamment savoir que ces élèves-là viennent parfois de pays à risque. Oui. Il a fallu les tester, les mettre en quarantaine. Enfin, comment ça s'est passé, ce quotidien-là ? Alors donc, pour nous, on a eu très peu de cas, en fait, des enfants qui sont partis en vacances très loin. On avait une famille, d'ailleurs, qui sont partis à Noël. Ça faisait plus d'1 an qu'ils n'ont pas vu la famille à l'étranger. Et puis, on a mis en place un système où on pouvait effectivement, ils pouvaient continuer leurs études à distance, soit avec les packs qu'on avait préparés en avance, que les mamans les avaient accompagnés. Généralement, c'est la maman qui accompagnait à la maison. Et aussi, on a gardé le contact à travers les vidéoconférences pour juste veiller à ce que tout se passait bien à la maison. Et puis, ils sont revenus comme s'ils n'avaient jamais raté un jour d'école. Ouais, c'est ce qui est surprenant en vous écoutant, c'est qu'on a l'impression que tout est très facile finalement. Je pense que j'ai de la chance en fait d'arriver au mois d'août et ne pas avoir eu à faire l'expérience au mois de mars. Je pense que c'est tout à fait 2 choses différentes.
en même temps, les attentes sont beaucoup plus élevées. Maintenant, c'est un peu, ben voilà, c'est du vécu, on a vu ça. Les gens attendent qu'on soit très organisé. Ouais. Vous vous adaptez aussi continuellement. Depuis 2 semaines, vous avez adopté le masque transparent. Pourquoi? Oui, c'est juste avec les petites classes, parce que là, c'est vrai, on a reçu ça il y a quelques semaines. Et enfin, les petits élèves peuvent voir la bouche de la maîtresse. Et puis, quand il s'agit d'apprendre les sons, ou on fait la planète des alphas pour apprendre à lire, ils disent, ben voilà, on peut voir la forme de la bouche, c'est très important. En tant que Mary Poppins, c'est ce que vous avez trouvé dans votre sac? Alors, c'était pas mal de sortir ça. En fait, j'ai quand même distribué ça avec beaucoup de bonheur le matin même. Je dis, regardez ce qu'on a reçu. Et tout de suite, les profs, ils étaient ravis de les mettre. Et puis, mais les enfants, ils avaient un regard pour dire, ben voilà, ça ressemble à, c'est ça la bouche de la maîtresse, parce qu'ils ont rarement vu. Donc, ça faisait vraiment plaisir de voir ça. À courte durée, on met ça quand même, ça passe à toute la journée. Donc, c'est important aussi pour les précautions sanitaires. On change les masques comme on doit changer les masques habituellement. Mais ça a vraiment changé la donne pour les maîtresses et puis pour les élèves aussi, effectivement. Les sons, parfois, on a vraiment besoin de voir les lèvres pour apprendre. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous retenez jusqu'ici, plusieurs mois qui sont déjà passés? Vous nous dites on apprend aussi au quotidien. Qu'est-ce que vous souhaitez retenir de cet enseignement-là que vous avez fait et que vous souhaitez appliquer tant chez les enseignants que chez les élèves? Qu'est-ce qui va rester pour la suite? Mais je pense que pour moi, c'est vraiment d'être dans la bienveillance. Parce que finalement, la base académique, elle est là. C'est quelque chose qui évolue. Et qu'on est très réactive en fait par rapport à ça. On a vu dans toutes les écoles finalement qu'on a dû vraiment apprendre à développer les systèmes autres qu'on avait l'habitude. Mais là, au fond de ça, c'est vraiment ce sens d'humanité, ce sens de se dire, mais si avec la bienveillance et la bonne humeur et la joie, on peut tout réussir ensemble, mais sachant qu'on veille à ce que notre bien-être soit vraiment très protégé, parce qu'après tout, on est dans un lieu d'apprentissage, mais surtout dans les meilleures conditions possibles, malgré ce qui se passe à l'extérieur dans le monde actuel. Autrement dit, quand vous dites les meilleures conditions possibles, qu'est-ce que ça veut dire? Que le fait que ce soit une école privée, qu'il y ait de l'argent, forcément, ça aide? Ça, c'est une bonne question. Moi, je dirais que non. Je pense, parce qu'on a beaucoup réfléchi à cette question pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut... c'est dommage, en fait, de privilégier certains enfants quand les autres aussi, ils ont autant besoin d'accès à certains outils. Mais là, ce qu'on favorise beaucoup actuellement, c'est l'école à ciel ouvert. Et pour nous, c'est vraiment ça, c'est accessible à tous les enseignants, à tous les enfants, le fait de pouvoir aller à l'extérieur et d'utiliser l'environnement naturel pour apprendre. Et puis justement, il n'y a rien de mieux actuellement que d'être effectivement en plein air. On a bien vu, il y avait un défi de 1000 heures à l'extérieur pour le mois de février, qui est fantastique, mais il faut quand même le faire, les 1000 heures. Donc, moi, je pense que c'est vraiment dans l'approche de tous les enseignants qu'on soit dans cette bienveillance. Moi, je souligne ce mot. Et puis de dire, mais tout est possible avec beaucoup de créativité et beaucoup d'imagination, et pas forcément avec les iPads, les ordinateurs, etc. Mais vraiment, oui. Ouais. Pour terminer, la Mary Poppins de l'enseignement, pourquoi est-ce qu'on vous appelle comme ça? Alors ça... il faut peut-être poser la question à la personne qui avait trouvé ce nom. C'était une élève, oui, effectivement. Ça fait plus de 27 ans que j'enseigne. Pour moi, avant tout, je suis enseignante dans le cœur. Moi, j'adore venir tous les matins, retrouver les élèves, soit que ce soit les élèves de ma classe ou les élèves des autres, et que de juste communiquer avec eux, voir un peu comment ça se passe la journée, et pour eux, que ça soit vraiment un grand plaisir de venir au quotidien dans un espace éducatif. Et puis, on apprend et on s'amuse tout le temps. Ouais, voilà qui donne envie de retourner à l'école. Je ne sais pas vous, à la maison, moi en tout cas, je suis ravie. Nathalie Adams-Perrin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. Région de Nyon et Télédol ont gagné la bataille. Le tribunal administratif de Besançon a suspendu l'arrêté pris par le préfet du Jura qui interdisait l'accès au parking desservant la station de ski de la Dôle. On en parle avec vous, Patrick Freudiger, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Télédol, alors j'imagine que vous êtes allé skier? Pas encore, il y a des vendredis, si tout va bien. Des vendredis avec le soleil, ce sera pour tout bientôt avec votre petit-fils, vous me disiez. Oui, exactement. Ouais. Exactement. Pour vous aérer l'esprit, mais j'imagine, je vous embête un peu plus sérieusement, que c'est une bonne nouvelle pour vous, que vous êtes soulagé. Alors effectivement, on est content d'avoir eu gain de cause
parce qu'on estimait qu'on avait un préjudice qui était qui n'était pas normal, quoi. Alors ce préjudice, parlons-en, parce qu'une réouverture des pistes, alors forcément tout le monde est content d'y retourner, mais j'imagine que votre objectif, c'est aussi de finalement pouvoir obtenir une compensation financière. Alors au tribunal, ce qui nous a été dit de la part des représentants de l'État français, c'est qu'ils soutenaient l'exploitant et puis qui, pour le manque à gagner, pour le loyer qu'ils sont dans l'obligation de verser, ils vont le soutenir à hauteur de 70%. Donc il faut qu'on évalue quel est le préjudice réel qui pourrait être celui de Télédôle. Mais on n'a pas encore d'éléments concernant le préjudice de l'école suisse de ski et du restaurateur. Parce que vous me disiez que ce préjudice-là, le montant total, c'était à hauteur de 300 000 francs. Exactement. Donc là, si on vous paye 70% de votre part à vous, c'est combien? C'est à peu près la moitié. La moitié de ces 300 000. Donc effectivement, il faut qu'on voit comment appréhender le manque à gagner des autres partenaires. Ouais. C'est une situation qui vous conviendrait ou pas assez? Écoutez, ce qui nous importe, c'est d'avoir eu, d'une part, gain de cause, et d'autre part, que l'exploitant puisse poursuivre, commencer sa saison, notamment avec le mois de février, qui est le mois qui est très important sur le plan, en fait, de l'offre, en quelque sorte. Ouais. C'est-à-dire que le retard aujourd'hui qui a été pris, il est possible qu'il puisse être rattrapé? Non, il ne pourra pas être rattrapé, mais je veux dire, si, par exemple, on estime qu'on a perdu 40 jours, peut-être le mois et demi qui reste de saison va permettre que l'on s'en sorte financièrement de manière convenable. Maintenant, tout dépend de la fréquentation et puis de l'attrait que va représenter cette station dans un rayon de 30 km alentour. Ouais. Aujourd'hui, est-ce qu'une aide du canton, c'est possible? A priori, nous n'avons pas encore examiné cette possibilité-là. Il faut d'abord voir quelles sont les modalités de réparation du préjudice que l'on a défendu devant l'État français. Et puis, en fonction du manque à gagner, il faudra qu'on examine si on peut être écouté au niveau du canton de Vaud. Il faut aussi voir si on rentre dans la catégorie des sociétés qui peuvent être aidées. Peut-être ça peut être le cas du restaurateur, voire de l'école suisse de ski. Il faut qu'on examine encore cela, quoi. Ce qui serait une solution pour ces acteurs. J'aimerais revenir notamment sur cette relation aujourd'hui avec la France qui a été un petit peu mise à mal, chamboulée. Il a fallu que Région d'Oignon intervienne aussi avec une lettre. Aujourd'hui, est-ce que la situation, la relation justement avec vos collègues français sont compliquées? Où est-ce que vous en êtes? Alors, écoutez, je pense que l'intervention de la région de Nyon, elle était salutaire, parce que finalement, c'est une intervention politique. Nous sommes une société anonyme, donc on a réagi par rapport aux outils qui sont les nôtres. C'était le recours qu'on pouvait entreprendre. Je dois dire qu'on a d'excellents rapports, d'une manière générale, avec la communauté de communes, le syndicat mixte et puis la société de gestion de la station des Rousses. Le recours, on l'a adressé à l'État français. Alors, c'est vrai que la discussion avec la préfecture n'a pas été simple, mais néanmoins courtoise, parce que finalement, nous, on s'est montré préoccupés du contexte Covid, mais on s'est aussi montré préoccupé des intérêts économiques globaux et puis des enjeux de la coopération transfrontalière. Donc, toute la démarche qui était entreprise avec la région de Nyon et Télédôle, elle s'est voulue constructive. D'ailleurs, il est prévu des rendez-vous aussi avec la préfecture pour qu'on tire les enseignements de ces premiers jours d'ouverture. Donc on est plutôt dans un état d'esprit tout à fait constructif. Ouais. Aujourd'hui, il faudra aussi vous montrer préoccupé envers vos clients, vous assurer que toutes les mesures soient prises correctement. Est-ce que vous sentez que vous êtes attendu au tournant du côté français, savoir si toutes les règles sont bien respectées? Pour le voir, il suffisait d'observer la présence importante de la gendarmerie le jour d'ouverture. On avait une imposante présence des gendarmes à la douane, au parking, au fil d'attente des caisses et ainsi qu'aux murs frontières. Donc je pense aussi qu'il faut qu'on joue juste, qu'on soit prévenant, qu'il y ait des principes de précaution qui soient prises, parce qu'au moins de petits problèmes, je pense que l'État français va nous tomber dessus. Et puis, il est important aussi qu'on prenne tous nos responsabilités. Aujourd'hui, rapidement, quelles sont les mesures de protection qui sont mises en place et quelles sont les consignes que vous pouvez donner pour les gens qui nous regardent? Alors, écoutez, il y a un plan Covid qui avait été présenté au canton de Vaud, qui a été approuvé. Donc, déjà, dès l'entrée du parking, il y a des exploitants qui filtrent
en fait l'arrivée des véhicules pour les stationner, et puis pour ceux qui viennent de loin, qui ne sont pas munis d'un plan COVID, d'un test Covid, test PCR comme on le dit, en fait ils sont priés de rebrousser chemin. Et puis après, il y a aussi une personne à la caisse pour respecter les files d'attente. Et puis, si vous voulez, tout au long du processus de pratique du ski, il y a, tous les employés de l'exploitant sont chargés de veiller au respect des dispositions qui ont été mises en place. Chose que vous ferez, j'imagine, Patrick Freudiger, avec votre petit-fils ce bien vendredi. sûr. Voilà, on se réjouit de vous retrouver sur les pistes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous y serez également? On y sera. D'accord, merci. Le projet de STEP unique régional est définitivement tombé à l'eau. Les délégués de l'association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la Côte ont décidé à une large majorité le projet d'une STEP plus modeste à Gland. On en parle aujourd'hui avec le président du comité de direction de la PEC, Yves Raymond. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, un projet plus modeste à Gland, au Lavasson. Peut-être, on va en parler d'ici quelques instants, j'imagine que c'est un projet qui vous soulage aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, ça nous soulage parce que nous pouvons enfin donner un sérieux coup d'accélérateur au projet. Maintenant, on doit définir les différentes phases pour le plan d'affectation. La ville de Gland reste maître puisque c'est sur son territoire. La PEC, on supportera les frais puisque c'est elle, en somme, la demanderesse. Ouais. Donc, quelque part, les cartes sont un petit peu redistribuées. Ce qui est intéressant dans le schéma, c'est que Loing peut rejoindre cette table des négociations et puis être là à titre consultatif. On sait qu'il y avait eu justement plusieurs oppositions de la part de Loing. Quel rôle est-ce qu'ils ont? Quelle est la stratégie? Alors, la stratégie actuelle, c'est qu'on forme un comité de pilotage pour le plan d'affectation. 2 délégués de la municipalité de Loing, 2 délégués de la municipalité de Gland, 2 membres du comité de direction de la PEC font partie de ce comité de pilotage avec voix consultative. Ensuite, bien sûr, il y a le comité, tout se rejoint pour décider in fine ce qui va se faire. On doit mandater, bien sûr, différents acteurs, notamment pour l'aménagement du territoire, des spécialistes. On va reprendre les mêmes qui ont fait les premières études, parce qu'on ne va pas réinventer une xème fois la roue. Ils ont déjà passablement donné. Tout le travail de recherche était déjà là. Aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que ce projet de STEP plus modeste aura quand même lieu au Lavasson? Alors, personnellement, je pense qu'il aura lieu au Lavasson, mais la demande de l'aménagement du territoire, c'est de s'assurer que c'est vraiment le site idéal qui puisse être retenu pour la future construction. Justement, les bureaux d'études devront faire la démarche d'analyse des différents terrains susceptibles et de recommander un terrain au comité de pilotage. Ensuite, tout ça va passer via le service de l'urbanisme et des services d'environnement également à Gland, préparer un dossier pour l'étude préalable auprès des services cantonaux, qui eux définiront le projet, les l'emprise exacte qui pourraient nous octroyer pour ce futur terrain. Aujourd'hui, est-ce que Prangin pourrait encore participer à ce projet? Alors, Prangin pourrait toujours participer, du reste... Il nous en avait fait la demande bien avant la régionalisation, la demande de régionalisation. Initialement, on leur avait refusé cette adhésion par manque de place, mais dans le futur, aujourd'hui, je pense qu'on va tenir compte, en tout cas dans l'étude, des habitants de la commune de Prangin. Après, à eux de décider, in fine, s'ils veulent rejoindre l'association quand la nouvelle STEP sera construite. Mais j'imagine que c'est une solution qui ne vous arrange pas forcément, parce qu'aujourd'hui, si la STEP est déjà plus modeste, être rejoint par Prangin, il faut plus de place. Il faudra peut-être mettre un petit peu plus d'habitants, mais ce n'est pas 4 ou 5 000 habitants qui vont changer grand-chose au projet général. Maintenant, c'est quand même la municipalité de Prangin qui décidera si elle veut rejoindre ou non l'association en fonction des coûts d'infrastructure qui leur incombera pour venir rejoindre nos réseaux et ensuite participer financièrement à la construction.
Parlons un peu plus du calendrier. Objectif que cette STEP soit construite d'ici 2026. Et autre chose qui vous préoccupe, avouons-le, c'est ces élections qui arrivent. Là, les cartes pourraient être distribuées. Alors, les cartes peuvent être distribuées. C'est certain qu'il y aura quelques changements au niveau des exécutifs et des conseils communaux ou généraux. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on accélère des deux pieds pour mettre le plus possible de choses en place, en tout cas démarrer ces études pour avancer, qu'on ne perde pas trop de temps avec les changements des autorités. Et ensuite, le calendrier, il est vrai que nous sommes tenus par le calendrier uniquement avec la capacité actuelle de notre STEP, puisqu'on l'a largement dépassé. On ne pourra pas tenir encore des dizaines d'années. Autrement dit, si vous continuez à ce rythme, on prend le risque de voir nos déchets écoulés dans le lac. Aujourd'hui, on prend effectivement le risque de laisser partir des eaux non traitées dans le lac, et ce n'est pas du tout ce qui est souhaitable, puisqu'il faut rappeler quand même que la sortie de notre exutoire principal est en amont de quelques 4 km de la prise d'eau de la Sapon, qui sert comme eau de boisson pour toute la région. Alors là, j'appelle surtout à l'esprit collectif de nos citoyens pour appuyer cette construction et ne pas faire obstruction par des oppositions. Pour ne pas ralentir le projet, voilà. Pouvoir voir cette STEP justement à jour d'ici 2026. Yves Raymond, président du comité de direction de l'APEC, merci beaucoup pour ces précisions. Merci. C'est tout pour la rétro, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve à partir de lundi. Très bon week-end à tous et très bon week-end aux amoureux bien sûr.